Bonjour à tous et bienvenue à la convention de la SFEN 2021 sur le thème l'essor de nos territoires, une convention qui est dédiée à l'ancrage du nucléaire dans les territoires, organisée en collaboration avec le GIFEN. Je voudrais tout d'abord passer la parole à notre président du groupe régional SFEN Hauts-de-France, Donald Berkes. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Donald Berquet, je suis le président du groupe régional SFEN pour les Hauts-de-France. Et tout d'abord, un grand merci. Merci d'avoir accepté notre invitation à cette table ronde dédiée à l'emploi, la formation, l'innovation dans les Hauts-de-France. Table ronde organisée par la SFEN, Société française d'énergie nucléaire. Notre objectif, c'est de faire avancer le nucléaire. Nous sommes une communauté scientifique et technique. Cette communauté également regroupe 18 groupes régionaux, dont celui des Hauts-de-France, le nôtre. Nous avons qui est composé de représentants de FOM, d'EDF, de jeunes. La section jeune génération démarre très fort. Également des représentants d'entreprises locales, d'entreprises prestataires, des médecins, des enseignants, des retraités. Voilà. Nous organisons des visites. L'année dernière, nous avons visité le centre de stockage de Bure et également le service de médecine du CHU de Lille. Nous organisons également des conférences. La dernière était dédiée au stockage des déchets nucléaires. Voilà, nous essayons donc d'avoir une activité le plus dynamique possible et donc n'hésitez pas à nous rejoindre, jeunes, moins jeunes, actifs ou non. Voilà, je repasse la parole à Valérie. Non, je reprends carte, pardon. Excusez-moi, je vais vous présenter. Est-ce que vous avez la carte là qui s'affiche ou sinon je vais présenter rapidement les principales activités nucléaires dans la région Hauts-de-France. Alors tout d'abord, en haut à gauche, eh bien c'est la centrale de Gravelines, 6 réacteurs de 900 MW, la grande centrale d'Europe de l'Ouest, qui est sur la géante, et on mérite bien ce qualificatif de géante à nous. Un peu plus bas, les petits cercles verts, vous voyez, ce sont les centres de médecine nucléaire, et notamment ceux du CHU de Lille, Salengro, Urier. Voilà. Un petit peu plus bas, vous voyez des cercles mauves. Ce sont les établissements Framatome de Gemont et de Maubeuge, qui sont spécialisés dans la conception et la fabrication d'éléments clés pour les centrales nucléaires et l'autre pour la réparation, l'entretien d'équipements et d'outillage nucléaire. Les rectangles bleus que vous voyez, ce sont les entreprises prestataires qui travaillent dans le nucléaire pour les Hauts-de-France. Il y a donc 300 entreprises réparties sur 1000 établissements. Ça représente au total 13 500 personnes qui travaillent pour le nucléaire dans notre région, avec un fort niveau de qualification des emplois très qualifiés et puis un digne dans le recrutement, on peut remarquer. Également, un certain nombre de centres de formation au nucléaire, à la fois pour l'ingénierie, mais également pour les interventions en centrale, figurent dans notre région. Voilà, bref, de l'II du nucléaire dans notre région. Voilà, ça se passe la parole, Valérie. Merci beaucoup. Donc en effet, je suis Valérie Faudon, je suis la déléguée générale de la SFEN. Donc j'ai grand plaisir d'animer cette session ce matin, qui sera dédiée au nucléaire en région Hauts-de-France, et nous aurons donc 2 tables rondes. La première maintenant qui sera consacrée à l'aspect industriel du nucléaire, à sa dimension emploi, sa dimension formation, innovation. Et la seconde tout à l'heure, à partir de 13h, qui sera consacrée à l'environnement, à l'énergie et à l'environnement, les grands équilibres électriques dans la région Hauts-de-France, mais aussi l'impact environnemental des installations et le rôle fondamental du nucléaire dans la décarbonation à la fois du territoire, mais aussi dans l'industrie et des industriels en Hauts-de-France.
Donc, pour ouvrir cette session, je vais vous présenter les intervenants. Donc, Monsieur Bertrand Golfier, qui est directeur de l'usine de Framatome Jeumont, Monsieur Philippe Stahl, qui est chargé de mission pour Nucléi dans les Hauts-de-France, et Monsieur Bruno Gobin, qui est directeur commercial d'Eurosorb. Donc, nous allons commencer cette session. Alors, avant de commencer, je voudrais vous donner les instructions pour poser les questions, car après une courte intervention de nos intervenants et de nos invités, nous aurons une question de session-réponse. Donc, pour poser des questions, je vous invite à aller quitter le mode plein écran si vous êtes en mode plein écran. Et ensuite, aller dans l'interface et puis poser des questions. Et moi, je les reçois au fur et à mesure, donc je pourrai les poser. Donc, je vois que nous avons Monsieur Lavallée qui est là. Donc, pour ouvrir cette session, j'ai l'honneur d'inviter donc Monsieur Lavallée, qui est président de la CCI Littoral Hauts-de-France. Bonjour, monsieur. Bonjour madame, excusez-moi, ça a été un petit peu coupé juste avant, mais voilà, donc je suis président de la CCI Littoral Hauts-de-France, qui a l'avantage d'avoir une centrale nucléaire sur son territoire, centrale nucléaire extrêmement importante pour l'économie de celui-ci, donc avec 3000 emplois directs et indirects, 100 millions de taxes et de contributions sur le territoire, et surtout une entreprise extrêmement implantée, qui permet vraiment d'avoir une vraie richesse économique sur ce territoire industriel. Vous voulez que je complète? Oui, oui, je veux bien. Bien, donc effectivement, on milite globalement cette centrale a un impact économique majeur. La Chambre de commerce a toujours accompagné celle-ci et la centrale et travaille avec nous sur la formation du personnel, sur la formation des entreprises, à pouvoir monter en compétences, les entreprises régionales et locales pour monter en compétences pour pouvoir y travailler. Donc c'est vraiment un acteur économique majeur sur celui-ci. Vous savez que globalement sur le territoire dunkerquois, sur le territoire de la communauté urbaine, la centrale est un des 3 grands piliers économiques industriels de celui-ci. Nous avons le port, bien entendu, ArcelorMittal et Liberty, qui sont des usines de production de métaux, et la centrale, qui d'ailleurs aussi fournit ces grands électro-intensifs. Vous savez que la région dunkerquoise est la région où nous avons le plus en France d'électro-intensifs, donc ces entreprises qui consomment énormément d'énergie pour leur production. Et donc, cette centrale est bien entendu essentielle à leur production, sachant que je ne suis pas technicien, mais qu'apparemment la proximité est un avantage dans la qualité de l'énergie. Donc voilà, donc c'est pour nous cette centrale, et j'espère et nous espérons tous sur les territoires ces futurs EPR permettront à ce territoire de pouvoir continuer à être un des plus grands producteurs d'énergie, vraiment être un territoire d'énergie dans notre région, même si par ailleurs on favorise aussi l'émergence de nouvelles énergies comme les éoliennes. La position de la centrale nucléaire est essentielle. J'ai aussi la particularité en tant que chambre de commerce d'avoir un petit bout de la chambre de commerce en Normandie, et notamment pas très loin de la centrale nucléaire de Penly. Donc, on est vraiment en soutien de cette filière nucléaire d'une manière très forte, y compris d'ailleurs cette centrale nucléaire qui est en Normandie. Donc voilà, nous avons aussi la chambre de commerce appuyée Nucléi, donc vous avez un représentant de Nucléi. Nucléi étant une association qui est chargée, subventionnée par la région, aidée aussi par EDF et appuyée par la chambre de commerce, a pour but de vraiment monter nos entreprises, nos PME, PMI innovantes en compétences pour pouvoir travailler à la centrale nucléaire. C'est vraiment un outil essentiel parce que c'est vrai que travailler dans cet environnement, c'est assez complexe. Les normes, c'est normal, les normes sont strictes. Et donc, on doit aider nos PME, PMI à monter si je puis dire, à monter en gamme, surtout au niveau de la sécurité. Donc voilà pour cette présentation. Rapidement
cette centrale, élément essentiel sur notre territoire, une centrale aussi impliquée dans la vie du territoire, et ça c'est très important, c'est-à-dire qu'on a en face de nous des interlocuteurs avec qui on travaille, je le dis sans complaisance, on travaille très très bien depuis que je suis président de la Chambre de commerce, et même avant, quand j'étais seulement élu. Donc c'est vraiment un partenariat qui est fait pour justement essayer de faire en sorte que, et là je parle au niveau économique, bien entendu, il y a des répercussions sur la vie sociale, sur la vie sportive, sur la vie du territoire en lui-même, sur la vie économique. Mais sur les entreprises, c'est très important d'avoir cette collaboration, et notamment en termes de compétences aussi du personnel. On doit vraiment aussi monter en compétences les formations et le personnel pour pouvoir travailler dans cette centrale. Mais il y a aussi un élément très important pour l'économie, je dirais indirecte, c'est que, je le dis aussi, on a un niveau de vie qui amené par cette centrale qui permet aussi à nos commerces locaux de pouvoir vivre. Et l'environnement de la centrale oblige les salariés à vivre à proximité, et ça profite beaucoup à notre commerce de centre-ville. C'est-à-dire que Gravelines profite largement, et les commerçants de Gravelines profitent largement de la centrale nucléaire, des niveaux de vie des salariés et des sous-traitants qui y travaillent. Donc, vous voyez, c'est un élément essentiel en même temps pour nos industries, en même temps pour nos PME, PMI de sous-traitants, et en même temps aussi pour notre commerce. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. On va commencer notre table ronde et d'abord donc avec monsieur Bertrand Golfier, qui est directeur de l'usine Framatome Gemont. Donc Bertrand, est-ce que vous pouvez nous décrire vos activités dans la région Hauts-de-France, et aussi qu'est-ce que vous faites aujourd'hui en termes d'embauche, de formation? Quel écosystème vous avez construit avec les entreprises des Hauts-de-France? Merci. Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Déjà, je suis très content d'être invité à cette table ronde tous ensemble. Donc moi, je m'appelle Bertrand Golfier, donc je suis le directeur de l'usine Framatome Gemont. Framatome Gemont, c'est une entreprise qui a une histoire, hein, puisque l'usine a été fondée en 1898, à l'origine pour fabriquer les moteurs pour les métros de Paris. Donc je suis fier avec mes équipes de faire perdurer la tradition un petit peu au niveau de la région. Donc nous, on est spécialisé dans le nucléaire. On est une entreprise d'un peu plus de 650 personnes, avec environ 70 prestataires qui interviennent au sein de l'entreprise actuellement. Et nous fabriquons deux composants principaux de la maîtrise de la sûreté sur les centrales nucléaires, qui sont d'abord les groupes motopompes primaires. Donc c'est un équipement lourd qui permet de gérer la circulation du refroidissement à l'intérieur des réacteurs. Donc c'est un beau bébé, hein, puisque ça fait 110 tonnes, ça fait 10 mètres de haut, hein, donc on voit l'équipement. Les plus grosses pompes peuvent avoir une capacité de l'ordre de 28 000 mètres cubes par heure. Donc on voit ce que ça peut représenter. Le deuxième équipement de sûreté qu'on l'on fabrique sur l'établissement de Gemont, ce sont les mécanismes de commande de grappe. Donc en fait, c'est un mécanisme qui permet de réguler la puissance du réacteur en fonctionnement, mais qui permet aussi, en cas de défaillance, d'arrêter le réacteur. Donc on voit qu'au travers de ces deux produits majeurs que l'on fabrique sur l'établissement de Gemont, nous sommes soumis à des règles et à des réglementations extrêmement draconiennes, hein, pour garantir un niveau de qualité et surtout un niveau de sûreté optimum. L'autre particularité que nous avons sur l'établissement de Gemont, c'est que nous avons une activité marine, donc la fabrication, en l'occurrence, de toutes les pompes pour les sous-marins nucléaires français. Donc c'est une activité historique, hein, qui remonte aux années 60 et qui a duré jusqu'à aujourd'hui. Donc le dernier sous-marin qui a été mis à l'eau, le Suffren, est équipé de pompes qui ont été fabriquées dans mon usine. Notre établissement, donc du coup, a engagé une croissance importante, hein, depuis les 2 dernières années, puisque nous avons recruté un peu plus de 150 collaborateurs depuis 2 ans. Nous avons doublé l'activité de l'usine aussi depuis 2 ans, donc depuis que j'ai pris les rênes de l'usine, tout en améliorant notre niveau qualité et surtout en maintenant le niveau de sécurité dans l'usine,
puisque aujourd'hui, mais en toute humilité, puisqu'il faut vraiment être humble dans ce domaine, nous sommes à 1574 jours, donc soit plus de 4 ans, sans accident avec arrêt. Donc là aussi, notre entreprise, elle a des particularités au sens où nous avons un bureau d'études intégré et l'ensemble de la fabrication qui est intégré dans l'usine. Donc le bureau d'études génère la totalité de la conception des produits que nous fabriquons à Gemont. Donc ça, c'est historique, mais aussi la totalité de la fabrication. Et nous avons un centre d'essai qui est basé à Maubeuge, qui est aussi sous la responsabilité de l'établissement que je dirige, et qui va réaliser la totalité des essais grandeur nature des pompes qui sortent de l'usine. Donc, vous voyez qu'on a une installation qui est capable de reproduire la totalité des fonctionnements et des points de fonctionnement d'une pompe qui peut aller jusqu'à 28 000 m3 de débit par heure, mais qui aussi remet en expérimentation la totalité des sujets de sûreté et donc des points de fonctionnement en mode dégradé des produits que nous livrons. Pourquoi? Parce que les produits que nous installons sont installés pour 40 ans et nous devons garantir au travers des règles et de la sûreté que nos produits vont pouvoir résister à l'ensemble des sollicitations qu'elles peuvent rencontrer tout au long de leur durée de vie. Donc ces éléments, je dirais, sont majeurs aussi dans notre politique de recrutement, à savoir nous recherchons des collaborateurs ou des prestataires qui ont cette culture de sûreté. Alors elle ne se dégrade pas, nous l'accompagnons. C'est pour ça que nous avons toute une politique de formation, d'accompagnement pour que ce soit nos futurs collaborateurs, mais aussi nos prestataires, soit au niveau requis dans notre domaine d'activité qui est un petit peu particulier par rapport à d'autres activités plus classiques. Au niveau de l'accompagnement des collaborateurs, donc nous avons engagé, et j'ai voulu que cette démarche soit moderne, c'est une démarche d'AFEST, donc c'est-à-dire des actions de formation en situation de travail. Donc là, la région, et je remercie la région, nous accompagne sur ce genre de démarche qui permet finalement de former à la fois les référents sous une forme de tutorat, mais aussi les personnes qui nous rejoignent pour atteindre le plus vite possible les niveaux requis, que ce soit en termes d'usinage, que ce soit en termes de contrôle, que ce soit en termes d'essai, ou même dans des domaines un peu plus pointus, que sont la mécanique des fluides ou l'électromagnétisme. Donc, au travers de ces aides et de ces accompagnements, je considère qu'aujourd'hui, sur l'usine Framatome de Gemont, nous sommes en capacité, et donc vous voyez, c'est l'année 2021, nous avons encore une quarantaine de recrutements qui sont à faire, mais à l'issue de cette année 2021, nous serons en situation de pouvoir tenir d'abord la fin de la fabrication des composants pour le réacteur d'Hinkley Point en Angleterre, et commencer à attaquer les fabrications pour les futurs réacteurs anglais, dont le premier serait Sizewell. Et nous nous mettons aussi dans des perspectives de préparer l'avenir du nucléaire, puisque, comme moi, vous lisez la presse avec une ambition du gouvernement de prendre une décision après 2022 sur la création de 6 nouveaux réacteurs en France. Et donc, nous préparons cet avenir du nucléaire avec du coup le recrutement d'un certain nombre de compétences clés, mais aussi l'organisation future de l'usine afin de passer ce volume d'activité qui peut nous amener au-delà des 2027, voire 2030, en termes d'activité pérenne sur l'usine. Donc nous, on est dans un monde long, c'est-à-dire qu'on n'est pas soumis aux caprices d'un marché fluctuant court terme. Nous, on est amené à gérer des marchés long terme, donc des projets qui sortent entre 5 et 6 ans pour sortir une pompe complète. Et donc, nous avons des enjeux aussi d'optimisation, de performance et je dirais aussi de réduction de nos coûts pour être beaucoup plus compétitifs sur ces marchés qui aujourd'hui captent beaucoup de budget de nos clients. Et donc, si nous voulons maintenir un avenir du nucléaire, il faut maintenir aussi des produits compétitifs. Voilà pour ma présentation un petit peu générale. N'hésitez pas à me poser des questions pour répondre beaucoup plus
de manière beaucoup plus détaillée à vos préoccupations ou à vos questions. Alors, merci beaucoup. Alors, on commence à avoir des questions, donc je vais juste en poser une et puis garder les autres pour après. Donc, une première question, c'est est-ce que l'intégralité des pièces sont fabriquées sur place ou est-ce que vous importez une partie du matériel? Alors, donc depuis plusieurs années, on a une politique effectivement d'intégration d'un certain nombre de fabrications. Les matières premières, hein, forcément, elles sont approvisionnées à l'extérieur, hein, donc on a effectivement des fournisseurs, je dirais à plus de 70%, ce sont des fournisseurs nationaux. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête puisque nos sous-traitants, pour un volume d'achat qui est aux alentours de 80 millions d'euros par an à peu près, sont français. Par contre, derrière, nous avons effectivement sectorisé et spécialisé un certain nombre de fournisseurs et nous sommes toujours à la recherche de nouvelles sociétés pour sous-traiter des activités, qu'elles soient en termes d'usinage, en termes de revêtement, en termes de peinture, ou même en termes de travail à façon sur de la mise en forme de tôlerie ou d'usinage de pièces légères, voire plus imposantes, pour absorber la charge que nous avons parfois à l'usine, mais aussi engager des partenariats long terme avec les meilleurs d'entre eux. Donc, je voudrais maintenant passer la parole à Philippe Stahl. Donc, Philippe, vous êtes chargé de mission pour Nucléi dans les Hauts-de-France. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que fait Nucléi, quelles sont les missions et les enjeux auxquels vous êtes confrontés? Oui, bonjour, merci pour votre invitation à participer à cette table ronde. Donc effectivement, je suis chargé de mission Nucléi Hauts-de-France. Nucléi Hauts-de-France, c'est un programme de la région Hauts-de-France, un programme de développement économique en partenariat avec la CCI Hauts-de-France et EDF, la délégation régionale et le CNPE de Gravelines. Et c'est un programme qui vise à accompagner les entreprises de la région pour travailler dans le secteur du nucléaire. Ce programme, il fait partie dans le cadre de ce programme, on travaille également avec Cap Industrie, qui regroupe les organisations professionnelles des secteurs de la mécanique et de la métallurgie. Et puis, on travaille également avec le GIPNO, le groupement des industriels prestataires en Nord-Ouest, qui regroupe les entreprises qui travaillent déjà pour les CNPE sur la plaque Nord-Ouest, donc qui va du CNPE de Flamanville jusque la centrale de Gravelines. Et également sont associés à Nucléo de France le SNCT, l'organisation professionnelle des industries des métiers de la chaudronnerie, de la tuyauterie, de la tôlerie et de la maintenance industrielle. Donc Nucléo de France, ce programme de développement économique a trois objectifs principaux. Le premier, donc, c'est le développement économique des entreprises, et donc c'est de faciliter l'accès au marché du nucléaire pour les entreprises régionales, des faits aux apporteurs d'affaires et aux entreprises régionales de se rencontrer et de développer leur business. On réalise également, en fait, on identifie auprès des apporteurs d'affaires les besoins qu'ils peuvent avoir et on favorise les mises en relation en fonction des besoins particuliers qu'ils peuvent avoir. Donc ça, c'est le premier objectif. Le second objectif de Nucléi Hauts-de-France, c'est l'accompagnement des entreprises, puisqu'on est sur un secteur qui est très spécifique et pour lequel il faut avoir enfin, faut pouvoir comprendre en fait les différents besoins qui sont exprimés et donc on peut faire de la sensibilisation des entreprises pour leur apporter une première connaissance du secteur et également accompagner, si elles le souhaitent, leur montée en compétences par rapport aux spécificités, tant au niveau qualité qu'au niveau par exemple, de la radioprotection. Donc, le deuxième objectif, l'accompagnement des entreprises. Et le troisième objectif pour Nucléo de France, c'est l'animation et la valorisation de la filière régionale, comme on peut le faire aujourd'hui. Donc, au niveau de la filière régionale, justement, en fait, on a réalisé dans le cadre de Nucléo de France et avec le service études de la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France, une enquête régionale pour pouvoir caractériser la filière dans la région. Donc, la filière dans la région, c'est environ 360 entreprises qui travaillent pour le secteur nucléaire. Ça représente
environ 3100 emplois directs. Donc les emplois directs, c'est ceux directement d'EDF au niveau de la centrale de Gravelines et de Framatome au niveau du site de Gemont, mais il y a également d'autres acteurs d'EDF, par exemple l'unité logistique et maintenance qui est implantée sur l'île, ou l'AMT, l'agence de maintenance thermique qui est à Sequedin. Donc tout ça, ça représente 3500 emplois directs. Ensuite, il y a environ 4000 emplois indirects, donc toutes les entreprises qui peuvent travailler en fourniture et en prestation pour le CNPE de Gravelines ou pour Framatome Gemont. Et puis, bah, tous ces emplois, donc 3100 emplois directs, 4000 emplois indirects, donc ça fait 7100 emplois directs plus indirects, et ça génère environ l'équivalent de l'ordre de 8000 emplois induits de par l'activité et l'intégration des familles dans l'environnement local, donc plus de 15 000 emplois induits dans l'ensemble de la région Hauts-de-France. Au niveau du chiffre d'affaires des entreprises, en 2020, on était environ à 283 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les entreprises des Hauts-de-France. Ça comprend les commandes de la centrale de Gravelines et les commandes qui sont réalisées par Framatome Gemont en région, mais également les commandes des autres centrales EDF et également des centres d'ingénierie EDF. Et il faut savoir également que les marchés Hauts-de-France représentent, que ce soit pour le CNPE de Gravelines ou pour Framatome Gemont, de l'ordre de 30% de la totalité de leur marché passé aux entreprises extérieures. Au niveau de Nucléi Hauts-de-France également, on a réalisé une petite enquête, je vous le disais, à laquelle 140 entreprises des Hauts-de-France ont répondu. Au niveau de cette enquête, on a identifié quelques points particuliers qu'on peut partager avec vous. Donc, plus de 84% des entreprises qui ont répondu ont déclaré avoir un chiffre d'affaires dédié au nucléaire supérieur à 1 million d'euros en 2018. Environ 80% de ces entreprises ont également identifié qu'elles travaillaient pas uniquement sur le marché du nucléaire, mais également pour d'autres marchés comme la métallurgie, sidérurgie, l'agroalimentaire, la chimie ou d'autres industries comme le ferroviaire, l'aéronautique ou l'automobile. Ce qui est également intéressant, c'est la taille des entreprises. Il y a bien sûr de très grands acteurs, des très grandes entreprises, mais également des petites entreprises. Et on a identifié que près de 3 entreprises sur 4 de la filière nucléaire régionale comptent moins de 50 salariés. Et une entreprise sur 2 dédie moins de 25% de ses effectifs à l'activité nucléaire. Donc tout ça pour dire que le secteur nucléaire dans le trait est très impliqué pour la réussite des deux gros établissements, des deux grands donneurs d'ordre qui sont implantés dans la région, que sont le CNPE de Gravelines et Framatome Gemont. Allô, merci. Merci beaucoup. Je crois qu'on a des difficultés, on a eu des difficultés de connexion sur la fin, mais merci beaucoup. C'était très intéressant. Donc justement, on a une des entreprises de nucléaire avec nous, avec donc Bruno Gobin, qui est directeur commercial d'Eurosort. Donc merci beaucoup Bruno Bonjour. d'être avec nous ce matin. Donc est-ce que vous pouvez justement décrire votre entreprise et puis Ouais, votre activité en 7 minutes. Hein. Alors donc Voilà. Société Eurosort, on est basé à côté en Picardie, Hauts-de-France, on va dire, entre Compiègne et Noyon. On est une toute petite entreprise, donc qui rentre dans les critères de Nucléi. Je vais donner un exemple concret, on est en 2014, la société a déjà, on va dire, une vingtaine d'années sur le marché. On travaillait avec EDF principalement sur le marché de l'EPE. L'EPE, c'est l'équipement de protection environnementale, des absorbants, des produits. Et puis, comme tous les marchés, on en a perdu. Et donc, on a essayé de trouver des solutions pour essayer de sortir
de cette crise qui nous a coûté 30% de part de marché à l'époque. Ma patronne avait créé déjà sa société, elle a déjà 26 ans. Et on a réagi sur les marchés, nous sommes allés sur le terrain. Donc on a été principalement la première sur Gravelines, puisque c'est quand même celle qui est à côté de chez nous, 2 heures de route. Et puis on a surtout fait beaucoup de déplacements sur les autres centrales. Moi, je me suis déplacé sur toutes les centrales de France. On a fait de l'écoute. On a beaucoup écouté les problématiques que les gens avaient. On a fait du développement. On a créé un bureau d'études. Après, on a fait des prototypes et après, on a fait en série. Donc, alors qu'est-ce qu'on a vendu? Donc, c'est un petit peu le principe du FME. Donc, le FME, c'est le Foreign Material Exclusion. C'est en fin de compte les risques qui sont liés à, vulgairement, une petite vis qui viendrait à tomber dans une piscine, une protection, on va dire, d'un outil qui viendrait à tomber. Je vais vous donner un exemple. On est en 86, la navette Challenger a eu l'accident, c'est passé à cause d'un chiffon qui avait été oublié. Donc, de ce fait, il y a eu un accident derrière. Donc, le nucléaire a pris conscience en 95 des risques, principalement par les Américains, qui étaient quand même les pionniers sur ce type de risque FME. Vous avez dû voir, ceux qui ont eu la chance d'aller sur les centrales, de voir des produits roses, donc de couleur fuchsia principalement. Ces couleurs, vous voyez, j'en ai quelques-uns, vous voyez, avec des couleurs de ce type, des pochettes. Vous avez dû voir aussi quelques Scooby-Doo, vous voyez. Et donc l'objectif, c'était de sécuriser les outils pour éviter qu'ils tombent dans la piscine ou dans un générateur de vapeur. Et puis donc on a développé plein de produits. On a surtout écouté les problématiques terrain. On a eu des prix, donc ça c'est très intéressant parce que l'activité a une reconnaissance à la part du marché du nucléaire avec des prix au challenge DPN d'EDF. On a travaillé sur des obturateurs aimantés pour éviter qu'un produit tombe à l'intérieur. Pour vous donner un peu le risque et la compréhension du risque de ce risque FME, souvent au bord de piscine. Et donc on imagine que là, on est en 2018, les jours étaient comptés et à chaque fois qu'il y avait un accident suite au FME, on le notait. Et donc, l'année 2018, on était sur 180 jours d'arrêt sur le parc national en France, avec derrière un coût estimé à plus de 250 millions d'euros. Donc ça, c'est vraiment le coût réel. Donc il y a eu c'était une DI, une directive industrielle, et de passer règle managériale, c'est-à-dire que maintenant on est dans l'obligation de rentrer sur le site, de faire un test FME, donc c'est-à-dire avec plein de questions, de comprendre tous les risques qu'on va retrouver. Un autre exemple sur Gravelines, un marteau qui n'a pas été sécurisé à représenter l'équivalent d'un centimètre en fin de compte de trou dans la cuve, a coûté l'équivalent d'1 million d'euros en termes de réparation pour le site de Gravelines. Voilà, donc c'est vraiment des ampleurs importantes à cause d'un marteau qui n'est pas sécurisé. Donc Eurosorb avec les Hauts-de-France et surtout Gravelines, qui était quand même le site privilégié. On a avancé sur beaucoup de solutions et ces solutions se sont retrouvées sur l'ensemble du parc des centrales en France. On a développé des choses un peu particulières. On a travaillé sur des gants lumineux. Vous voyez, vous allez avoir un gant lumineux. Donc, vous rentrez dans une capacité, la capacité, les gens, ils utilisaient en fait compte, ils mettaient les lumières, donc ils envoyaient une équipe où il y avait des risques de contamination. Et donc, maintenant, ils arrivent directement avec les gants et ils vont directement travailler. Donc, le temps est utile. On a travaillé sur des filets GV pour couvrir un générateur de vapeur. On a travaillé avec des grands groupes pour travailler pour des protections à l'intérieur des générateurs de vapeur. Ensuite, ça c'est un peu notre domaine. On est passé en 2014, quand on a parti le marché, on avait 10 salariés, on est passé maintenant à 20. Si on compte les sous-traitants, ça monte, on est à 40 à peu près, puisqu'on travaille beaucoup avec des sous-traitants
des Hauts-de-France, dans le métal, dans le PVC. Et donc, on a notre propre bureau d'études et on travaille avec actuellement nos techniciens qui ont été formés pour pas citer, chez Socotec. Sur Dunkerque. Et puis l'avantage, c'est que avec les années, on a pu travailler sur une petite entreprise. Donc là maintenant, le nucléaire représente 50% de notre chiffre d'affaires. On a explosé avec des exigences extrêmement importantes de la part des REX positifs ou négatifs, hein, de retour d'expérience, ce qui nous a permis de progresser. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les gens commencent à comprendre un petit peu le risque FME et on voit maintenant que les jours diminuent sur les risques. Voilà, donc un petit peu pour vous donner une idée de l'ensemble d'Eurosorb avec le développement, avec obligé de former des gens, et pas évident de trouver du personnel. Ça, c'est un problème aussi à l'heure actuelle, mais des gens compétents et opérationnels, il faut au minimum 1 an à 2 ans avant que quelqu'un comprenne réellement les enjeux dans le nucléaire. Voilà, ça prend juste une question de temps. Allô? Donc voilà, j'ai fait mes 7 minutes. Oui, oui, c'est très bien. Donc on a beaucoup de questions qui arrivent. Alors donc j'ai une première question pour Framatome, auquel d'ailleurs Bruno vient de donner un exemple. Hein. C'est quelles sont les innovations qui sont développées dans le nucléaire. Donc Bruno vient de parler d'un certain nombre d'innovations. Donc sur le site de Framatome, est-ce qu'on a des exemples récents d'innovations? Oui, je suis pas sûre qu'on m'entende. Donc Alors, pour Bertrand l'instant, ne t'entend peut-être pas, peut-être d'accord. je peux intervenir pour Nucléo de France, Oui, parce oui, bien sûr, très bien. il y a 2 ans, on avait réalisé une manifestation, un salon business et innovation du nucléaire. On avait accueilli plusieurs entreprises de la région, dont Eurosorb, qui étaient venues présenter leurs solutions. J'ai en tête une entreprise qui avait présenté également un goujon connecté qui permettait en fait d'avoir un suivi en continu de la tension du goujon et qui permettait de suivre la qualité du serrage en continu. Une autre entreprise avec laquelle on a travaillé, c'est une entreprise qui s'appelle Wavely, qui a développé un système de diagnostic des installations, en particulier au niveau des machines tournantes, par l'écoute acoustique. Donc voilà, différents exemples d'innovations qui ont été mises en œuvre sur les installations nucléaires. D'accord, Bertrand, est-ce qu'on a récupéré le son? Bertrand, tu nous entends? Oui, 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 vous m'entendez, moi? Ok. oui, oui, très bien. Donc, est-ce que tu as des exemples d'innovations qui ont été développées ces dernières années par Framatome Jomon? Oui. Alors, nous, on est en train de mettre en service des simulateurs d'usinage. Donc, en fait, c'est une action de formation et de développement. Donc, l'idée initiale, c'était de se dire, nos usiniers, ça serait bien qu'ils s'entraînent comme des pilotes d'avion, c'est-à-dire les jours où ils ne volent pas, ben voilà comment ils peuvent s'entraîner à simuler des pièces et réaliser des pièces en virtuel. Pourquoi? Parce que nous, on a des pièces massives hein, dans le nucléaire, et pour s'entraîner, ben, souvent, la même pièce, on la revoit que tous les 5 ans. Donc, on a monté un simulateur pour lequel on a développé un brevet, et pour lequel nous avons finalement eu un engagement de la région pour monter un centre de formation virtuelle sur le lycée professionnel de Gemont. Et donc, il va être opérationnel à partir de septembre avec 6 simulateurs qui simulent les 6 types de machines et de programmation que nous avons sur l'établissement, à savoir un pupitre physique réel et un usinage virtuel qui est projeté sur un écran géant et donc qui permet de reproduire la totalité des situations en temps réel sur une machine d'usinage. C'est un partenariat que nous avons avec la formation professionnelle et l'éducation nationale. Et je vous avoue que si ça tourne, on pourra en démultiplier 2 autres sur la région de France et puis après proposer ce service sur d'autres régions.
Et c'est une vraie innovation qui va apporter un plus dans l'amélioration de la qualité des fabrications par un entraînement en amont de nos opérateurs. Simulation. Est-ce que on parle de transformation numérique qui a démarré dans la filière du nucléaire? Est-ce que c'est quelque chose d'important? Est-ce que vous avez besoin de développer des compétences particulières? Où est-ce qu'on est aujourd'hui la filière nucléaire dans les Hauts-de-France sur la transformation numérique? Donc, dans le cadre de la transformation numérique, on a en Hauts-de-France, on cherche à accompagner les entreprises également qui souhaitent se développer sur ce secteur. Au niveau de la formation, on peut dire qu'il y a quatre cursus qui se développent avec des écoles d'ingénieurs régionales pour travailler sur le secteur du nucléaire avec l'IMT Lille-Douai, l'université d'Artois, Junia, donc qui est la nouvelle appellation d'HEI Lille, et également Polytech Lille. Donc dans ces quatre instances, on développe des modules de formation spécifiques nucléaires au niveau ingénieur. Et puis, on travaille pour tout ce qui est formation également avec les antennes des grands groupes de formation qui sont implantés dans la région, donc principalement sur Dunkerque et Gravelines. Donc, on l'a évoqué déjà tout à l'heure, il y a Socotec formation nucléaire, il y a l'APAV formation nucléaire, il y a également Trium, la filiale d'Orano DS, et puis Honnête Technologies formation. Beaucoup. Est-ce que Bertrand, Bruno, vous voulez intervenir sur cette question du numérique en complément de Philippe? Je peux intervenir pour Framatome. Alors effectivement, nous avons engagé une démarche usine 4.0 avec une transformation digitale. Faut être clair, hein, nous, l'industrie du nucléaire, il y a beaucoup de papier. Notre produit principal, qui est un groupe motopompe primaire, c'est l'équivalent d'une pièce d'un petit studio rempli de caisses de papier pour justifier la totalité des opérations qui ont été réalisées. Donc, il y a un champ d'amélioration et de performance avec le numérique qui est énorme. Donc là-dessus, effectivement, il y a un peu de travail. Après, c'est nos budgets, donc il faut trouver aussi des astuces pour financer ces améliorations, mais néanmoins, il y a vraiment de l'activité pour les entreprises innovantes. Oh, c'est bien. Alors j'ai pas mal de questions sur comment devient une PME dans l'industrie nucléaire, comment on fait et quelles sont les exigences et les challenges particuliers. Alors est-ce que l'un d'entre vous veut répondre? Prendre la main. Oui. Alors, Un exemple. moi, je vois mon cas concret, c'est-à-dire que l'entreprise, il faut aller sur le terrain. Voilà, il faut tout le temps aller sur le terrain. Donc, c'est un investissement personnel très important. Il faut surtout bien comprendre les enjeux. Moi, quand j'ai démarré à fond en 2014 sur le FME, sur les visites sur les centrales, j'avais pas du tout de formation. C'est-à-dire que je regrette de ne pas avoir fait les formations avant. Donc déjà, il faut passer sur des formations, les premiers, le savoir commun en nucléaire, avoir les PP58, donc c'est les formalités pour rentrer. Ensuite, avoir surtout un contact, parce que d'un côté, vous créerez pas de contact si vous en avez pas un moins déjà sur une centrale. Et ensuite, aller comprendre leurs problématiques, essayer de trouver des solutions. Et il faut être patient parce que j'ai un cas concret de Fessenheim qui maintenant est arrêté, mais je suis allé au moins 6 fois, 7 fois sur une année à Fessenheim et j'avais pas une commande. Et à la fin, ils m'ont dit bon j'écoutais l'année prochaine, je viendrai pas. Ils m'ont dit bon si vous venez pas, on a été jusqu'au bout de tes limites, donc à partir de là, on travaille avec toi. Et ils ont mis 1 an avant de me faire rentrer. Alors ça a été dur à Gravelines, mais ça s'est bien passé. Voilà, déjà parce qu'on est Hauts-de-France et il y a quand même un rapprochement. Et puis après, quand il y a quelque chose qui fonctionne dans une centrale,
il faut savoir que ça va très très vite et actuellement ce réseau se construit. Il faut surtout aller voir les gens. Voilà, il faut. L'informatique est très bien, mais actuellement il faut quand même aller voir les gens. Il faut rencontrer les gens. En cette période de Covid, c'est pas évident, mais c'est absolument les rencontres, le développement et surtout bien comprendre leurs exigences parce que vous n'avez pas le droit à l'erreur quand vous faites des. Au début, on a fait beaucoup de prototypes. On n'avait pas de bureau d'études. Maintenant, on a des gens compétents qui nous font des plans et on fait moins d'erreurs. Voilà. Donc, pour une petite société, je parle. Hein, voilà. Après, les grosses, c'est différent. Donc, Bertrand et Philippe, est-ce que vous avez des conseils à donner à des PME qui veulent rentrer dans le nucléaire? Oui, peut-être parce que je rebondis un peu sur l'intervention de Monsieur Gobin pour dire que voilà, dans le cadre de Nucléo de France, on met en place justement des rencontres d'affaires pour favoriser justement les rencontres entre les apporteurs d'affaires, donc que ce soit directement les personnels de la centrale de Gravelines ou de Framatome-Gemont, mais aussi les grands donneurs d'ordre qui travaillent je dirais, en titulaire de marché pour le CNPE de Gravelines. Et c'est dans la relation avec ces grands donneurs d'ordre que les entreprises régionales peuvent déjà identifier plus précisément les besoins de ces grands donneurs d'ordre et de ces titulaires de marché et pouvoir leur proposer des services qui soient le plus adaptés possible. Et ensuite, je rejoins Bruno. Il faut aussi, et c'est pour ça que dans le cadre du programme Nucléi, on a un programme d'accompagnement, bien comprendre les exigences spécifiques du secteur. J'ai en tête l'exemple de l'entreprise Jade Industrie, qui est une entreprise régionale qui est spécialisée dans tout ce qui est travaux en hauteur et qui, pour se développer, avait besoin d'être qualifié EDF UTO. Donc, l'UTO, c'est l'unité technique opérationnelle d'EDF qui qualifie pour l'ensemble du groupe EDF les entreprises qui souhaitent travailler sur nos installations. Et donc, on a accompagné l'entreprise Jade Industrie dans le cadre du programme Nucléi pendant un peu plus d'un an pour préparer en fait son audit de qualification EDF UTO et on a appris la semaine dernière qu'elle était maintenant préqualifiée et donc elle allait pouvoir mettre en œuvre ses compétences sur le CNPE de Gravelines et partout sur les autres CNPE de France et ainsi se développer grâce à ce développement de compétences et à son travail au quotidien, comme le disait Monsieur Gobin, pour bien identifier les besoins du CNPE et y répondre de la manière la plus pertinente possible. Je peux faire un Très bien. commentaire, s'il vous plaît, Oui, oui, bien sûr. là-dessus? Oui, alors, François Lavallée, donc Nucléi a été créé pour ça, d'ailleurs, a été créé pour justement amener les PME régionales à pouvoir travailler à la centrale, notamment là, je vais parler pour Gravelines particulièrement. C'est un vrai investissement des PME pour aller travailler à Gravelines. Ça prend du temps, c'est un investissement aussi financier. Donc Nucléi est là pour les accompagner, mais quand même il y a une vraie ouverture du SNPE, il y a une vraie ouverture à accueillir des entreprises, des PME, PMI innovantes, parce que je pense qu'elles en ont besoin pour leur propre process. Mais effectivement, c'est un investissement qui est quand même en temps, en énergie, en argent qui est important. Mais moi, en tant qu'entrepreneur, je pense que le jeu en vaut la chandelle parce que travailler à la centrale, c'est quand même à terme et à long terme, c'est à mon avis quelque chose qui est intéressant pour les entreprises. Alors j'ai une question. Je crois que Bruno, vous disiez que le fait d'avoir commencé à travailler avec Gravelines vous a ouvert des marchés dans toute la France. Et Bertrand parlait aussi de marché à l'export. Donc, est-ce que pour vous, ça a été, est-ce que justement une entreprise qui a rejoint le nucléaire, est-ce que ça lui permet de développer des nouveaux marchés, même en dehors de la région, en France et aussi à l'étranger?
Pour moi, oui, puisque ça nous a permis de travailler aussi dans l'aéronautique, qui a les risques similaires avec des autres normes. Et puis, on a travaillé aussi avec d'autres, comment dire, sociétés qui ne sont pas EDF pures, comme par exemple Somanu, où on a travaillé sur les risques FME. On a eu un prix sur Keypoint en Angleterre sur des obturateurs qu'on avait fait sur une centrale nucléaire. On a eu un prix là-bas, donc c'était positif. Et là, la chose qui est assez rigolote, c'est j'ai la centrale de Nogent avec des interlocuteurs qu'on a travaillé pendant pas mal de temps et qui sont partis en Chine sur Daya Bay. Et là, ils sont en train d'appliquer nos méthodes qu'on a fait en France. Donc, c'est assez rigolo quand même. Donc, mais c'est très très dur. Les exigences françaises sont quand même extrêmement importantes. Et maintenant, les gens n'ont plus le temps de perdre, donc c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre. Et la formation est indispensable. Et l'expérience et les jeunes qui arrivent, ils ont peut-être beaucoup de diplômes, mais ils n'ont pas assez d'expérience. Et les personnes qui partent en retraite, c'est eux qui ont l'expérience et moins de diplômes. Voilà. Donc là, il faut les associer. Bertrand, est-ce que vous pouvez décrire, vous en avez parlé un petit peu de ce que vous faisiez pour l'Angleterre en particulier, enfin le Royaume-Uni. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu vos activités à l'export, les activités internationales du site de Gemont? Oui, alors bon, du coup, nous, effectivement, on a des activités nouvelle construction. Donc, j'ai cité le réacteur en cours sur Hinkley Point, en Angleterre. Mais on a aussi toute une activité qui représente à peu près 35% de notre activité à l'usine, qui est sur des pièces de rechange, donc la fabrication de pièces de rechange pour faire les maintenances sur le parc international. Donc en fait, nos produits sont installés sur plus de 300 réacteurs dans le monde. Et donc, on est amené à livrer des pièces détachées à la fois aux États-Unis, en Corée, euh, en Chine aussi. Alors en Chine, c'est un peu délicat parce que du coup, on a monté une joint venture, donc une société, une sister plant pour fabriquer une partie de nos pièces détachées directement à Chengdu en Chine. Donc j'ai le privilège d'être le vice-chairman de cette JV en plus de la direction de Gemont. Et donc du coup, on a un lien vraiment direct avec les Chinois par notre implantation locale. Donc du coup, les fabrications sont plutôt faites en Chine sur des licences que nous maîtrisons en Europe. Par contre, après, tous les autres marchés, principalement le marché français de la pièce de rechange, et puis demain, quand il y aura la mise en service du réacteur d'Okiloto, nous serons amenés à livrer les pièces détachées pour ces réacteurs-là. Aujourd'hui, on se développe aussi sur de nouveaux marchés, puisque nous, on s'est quand même centré sur les produits historiques que l'on a fabriqués. Néanmoins, les conceptions russes, avec les réacteurs Wever par exemple, nous intéressent. Donc on est en train de faire un certain investissement au niveau bureau d'études pour voir quelles seraient les prestations qu'on pourrait réaliser pour capter une partie de ce marché, parce que beaucoup de centrales dans le monde sont de conception russe. Et donc on monte des partenariats aussi dans cette logique-là. D'accord. Donc Philippe disait que 80% des entreprises du nucléaire en Hauts-de-France travaillent dans d'autres secteurs. Donc là, on est malheureusement dans une nouvelle crise, enfin liée à la pandémie. Est-ce que du coup les entreprises souffrent dans d'autres secteurs qui sont plus pénalisés du nucléaire? Et est-ce que du coup le nucléaire peut apporter justement de la valeur pour que les entreprises continuent à avoir une activité en cette période de crise? Alors, au niveau de Nucléo de France, on n'a pas d'action particulière. On a des collègues en fait qui sont sur le secteur de l'aéronautique avec un programme équivalent en région qui s'appelle AR Hauts-de-France qui nous ont sollicité parce que effectivement le secteur aéronautique pendant cette période a été durement touché et il y a eu malheureusement des plans sociaux d'entreprise qui ont été mis en place, etc. Et nous, le point que l'on a fait avec eux, on a juste, avec notre partenaire EDF, on a juste communiqué sur un plan qui avait été mis en place par EDF pour proposer, en fait, dans le cadre d'une plateforme Internet,
de partager les besoins des entreprises, enfin du groupe EDF, mais aussi des entreprises du secteur, puisque la plateforme était également accessible aux prestataires, pour partager les besoins de la filière nucléaire et favoriser éventuellement le redéploiement de certaines personnes du secteur aéronautique qui seraient touchées par ces plans sociaux d'entreprise. C'est une démarche qui avait été lancée, je pense, en Occitanie et puis qui a été développée nationalement par EDF et qu'on a relié en Hauts-de-France. C'est la seule action, je dirais, dont j'ai connaissance à l'heure actuelle. Bon, très bien. Est-ce que l'un d'entre vous veut Côté, ajouter quelque chose là-dessus? Oui. oui, je peux intervenir. Durant alors principalement la première vague Covid, beaucoup d'entreprises ont été surprises par l'ampleur de l'arrêt finalement industriel. Avec mes équipes, même si nous on a été touchés puisqu'on a dû réduire l'activité quasi de 70% pendant le mois de mars et début avril de l'année dernière, on a quand même maintenu l'ensemble des commandes et aussi on a continué le paiement des factures et le paiement par anticipation d'un certain nombre de choses pour maintenir le tissu local. Donc ça, c'était un point important. On maintient aussi nos activités, et ça, c'est l'intérêt du nucléaire aujourd'hui, c'est qu'on a une activité qui a une visibilité sur le moyen long terme. Donc ça permet finalement à nos... Il y a un bruit de fond, je suis désolé, donc ça permet quand même de garantir à nos fournisseurs et à nos prestataires un maintien des activités et donc un maintien des chiffres d'affaires qui parfois est crucial dans ces périodes difficiles. Par contre, on l'a vu, on a un certain nombre de prestataires, mais surtout de sous-traitants qui ont eu de grosses difficultés. Là, par exemple, on a une société qui s'appelle Manoir Industrie qui est en dépôt de bilan et qui représente une grosse partie de nos livraisons sur des composants importants dans notre fabrication. Donc, on voit que nous, derrière, on est obligé de trouver des alternatives et donc de qualifier de nouveaux fournisseurs rapidement pour arriver à prendre le relais d'entreprises qui potentiellement font faillite, quoi. Donc, c'est un sujet très délicat et très compliqué pour nous actuellement. Mhm. J'ai une question sur les formations. Est-ce que vous arrivez à recruter les compétences et les talents dont vous avez besoin? Et quelles sont les formations qui manquent aujourd'hui? Peut-être juste peut-être un élément de contexte. Tout à l'heure, j'évoquais le fait que dans le cadre de Nucléi, on avait réalisé une enquête auprès des entreprises en 2019. Et au niveau des métiers en tension qui avaient été identifiés, je vous en cite quelques-uns. Donc, il y avait le métier d'usineur. Donc, ça rejoint ce qu'évoquait tout à l'heure Monsieur Golfier par rapport à la démarche qu'a mis en place Framatome sur leur centre de perfectionnement en usinage, le métier de soudeur, les métiers d'électricien industriel, de mécanicien machine tournante et également les métiers de la chaudronnerie et la tuyauterie. Ce sont les principaux métiers qui ont été identifiés comme métiers en tension au niveau des entreprises de la région Hauts-de-France. Est-ce que Sujet, j'ai un petit commentaire sur ça. De toute manière, malheureusement, depuis des années, on est en tension sur tous les métiers qui viennent d'être cités et au niveau de toute manière de toutes les entreprises industrielles de maintenance, on est en tension sur ces métiers-là. Je pense que ça vient, il faut être clair, d'un souci de communication et puis d'attrait de ces métiers envers la jeunesse. Donc il y a un vrai travail qui est fait en commun avec la région de France, les CCI et les entreprises pour redonner envie à nos jeunes de venir dans ces métiers. Mais il y a aussi une chose aussi, c'est qu'il y a une vraie responsabilité quand même de l'État à donner de la visibilité aussi sur la filière nucléaire. Je pense qu'à un moment donné, et sur les filières industrielles. Il faut vraiment repasser des messages sur le long terme. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont attirés certainement par d'autres métiers. Et ça passe vraiment par un effort pour nous de communication envers ces jeunes pour qu'ils reviennent dans ces métiers. C'est vrai pour le nucléaire, mais c'est vrai aussi pour toute la filière industrielle. Ok, j'ai des questions. J'ai une question. Oui, pardon.
Non, je peux peut-être ajouter quelque chose. À votre question, c'est vrai qu'on ne trouve pas aujourd'hui sur le marché de la formation les compétences clés dont on a besoin dans notre domaine d'activité, clairement. Donc, on doit se substituer au système pour faire monter en compétences les personnes qui nous rejoignent. Il y a quand même des dispositifs, nous, on emploie largement les contrats de qualification et de professionnalisation de la métallurgie, qui ont été mis en place avec l'UIMM. C'est un vecteur vraiment important de formation pour arriver à mettre à niveau des personnes qui viennent d'horizons différents. Et nous, on est en tension, donc après avoir vécu, comme le disait Philippe, le besoin de recrutement sur les usiniers, là, on est plutôt sur des compétences en contrôle, que ça soit des contrôles dimensionnels, des contrôles type ressuage ou particulier type radiographie, ou contrôle non destructif. Donc on voit que c'est là des compétences qui doivent s'acquérir là en entreprise, mais qu'on ne trouve pas naturellement sur le marché. Après, les différentes entreprises qui malheureusement ont fermé ou qui réduisent leur activité dans la région sont, je dirais, des aubaines pour récupérer des compétences importantes. Et donc, il est aussi de notre devoir, et moi je le prends à cœur avec mes équipes, de, d'accueillir ces compétences et de les faire progresser pour être au niveau du nucléaire. Et donc, voilà, c'est un jeu important. On consacre, nous, près de 7% de notre budget, alors que c'est beaucoup plus faible l'obligation légale, pour monter en compétences et former les personnes qui nous rejoignent et même ceux qui sont chez nous depuis longtemps. Mhm. Donc, on a parlé tout à l'heure du programme gouvernemental en instruction pour 6 nouveaux EPR en France. Est-ce que vous devez vous y préparer déjà, compte tenu du calendrier industriel, et quel type de préparation demandera un programme de cette taille? Qui Déjà, veut? la première préparation, c'est de savoir sous quel référentiel ces nouveaux réacteurs vont être fabriqués. Donc il y a un vrai enjeu qualité en amont. Donc le législateur ou le prescripteur, je dirais, va devoir être clair plus rapidement qu'il ne l'est pour définir finalement quels sont les référentiels qui rentreront en ligne de compte dans la fabrication de ces futurs réacteurs. Si vous voulez anticiper un certain nombre de choses, il faut prendre des risques. Bon, des risques qui d'abord amènent de l'activité court terme, mais qui derrière permettront de sécuriser les délais de réalisation des futurs programmes. Donc ça, c'est un point important aujourd'hui qui n'est pas encore tranché. D'accord. Alors, est-ce que les autres, vous voulez apporter quelque chose Oui, sur ce peut-être sujet? juste un point aussi. Alors, c'est forcément, je dirais, du moyen terme, mais je le disais tout à l'heure, EDF est associé à Nucléo Hauts-de-France, et dans ce cadre-là, on a pu rentrer en contact avec les soumissionnaires des marchés du groupe Turbo-Réacteur et du génie civil principal des nouveaux EPR. En fait, même si la décision d'investissement n'a pas été lancée par le gouvernement, il y a toute une phase de préparatoire, on va dire, et de premier chiffrement. Et dans ce cadre-là, en fait, au niveau de Nucléaire Hauts-de-France, on a été conviés à rentrer en contact avec les soumissionnaires des marchés pour leur présenter la démarche qui est mise en place au niveau de la région de France, leur présenter le tissu industriel que l'on peut mobiliser s'ils ont des besoins de recours à des entreprises locales en fourniture ou en prestation. Et voilà, donc c'est un premier contact qui est établi qui permettra, si effectivement il y a une décision d'investissement, de pouvoir rapidement rentrer en contact avec le titulaire qui aura le marché et de lui proposer pour tous ses besoins d'y répondre en favorisant le recours à des entreprises locales.
Merci beaucoup. Donc, beaucoup de questions. Donc, merci beaucoup à tous les quatre, tous les cinq, pour cette table ronde qui était vraiment extrêmement intéressante. Donc, nous allons clore maintenant et je vais donner rendez-vous à 13h pour notre deuxième table ronde où nous parlerons cette fois-ci environnement, c'est-à-dire à la fois les grands équilibres électriques de la région, mais aussi du rôle du nucléaire et de l'électricité bas carbone en général dans la décarbonation, les objectifs de décarbonation des Hauts-de-France, et aussi en quoi l'électricité bas carbone peut aider un certain nombre d'industriels électro-intensifs, comme le disait Monsieur Lavallée, à décarboner leur électricité. Donc merci beaucoup et puis à tout à l'heure, on redémarre à 13h. Merci. Merci.